Bonsoir, ça a l'air de marcher, oui. Ouais. J'ai passé un très bon moment. C'est vrai que pour moi c'est difficile le rôle que vous me faites jouer, de commenter, de réagir alors que je ne connais pas cette ville. Et c'est grave de parler sur des sujets qu'on ne connaît pas. Mais je vais parler de ce que j'ai vu, pas de la ville que je ne connais pas. Et même le projet urbain, je ne le connais pas plus que ce que j'ai compris de la présentation qui a été faite. Ce que j'ai d'abord aimé, c'est la succession des 4 interventions extrêmement différentes qui donnent un paysage tout à fait contrasté entre la question des villes intermédiaires, moyennes, ça j'ai pas toujours bien compris, d'Emmanuel Ayrault, avec qui j'aimerais débattre beaucoup parce que c'est une question qui me travaille depuis très longtemps, parce que moi j'ai vécu mon enfance dans des petites villes, qui souffrent d'ailleurs toutes. J'aimerais débattre parce que je trouve qu'il a donné une vue, de mon point de vue, le prenait pas mal, un peu institutionnel. C'est votre cadre de travail, vous êtes en rapport avec les élus, vous êtes dans les lois, dans les cadres, dans les structures institutionnelles, et je pense que avoir un autre regard pour ma part, et j'aimerais qu'on puisse en discuter plus longuement. Je pense qu'il y a une question très française du sens du centralisme, de la hiérarchie, de la pyramide, avec le Grand Paris au sommet. Enfin, le Grand Paris, c'est qu'un mot. Il y a une réalité que l'agglomération parisienne qui est très grande. Après, la démarche du Grand Paris, moi j'ai des doutes depuis le début. Bon, c'est tout un sujet. Je fréquente beaucoup les pays les plus proches parce que j'aime pas l'avion. Et les pays les plus proches sont des pays fédéralistes, donc qui ont d'autres fondements qui changent les rapports entre les villes, qui peuvent fonctionner davantage en réseau. Et je pense que c'est très profond dans l'esprit. Bon, je ne vais pas ouvrir le débat, mais j'aimerais échanger là-dessus. Et puis il y a le projet urbain, c'est ce qui me concerne le plus, qui a été présenté vite, et c'est pas facile. Je ne sais pas très bien prononcer votre nom, là, Bertrand Chipin. Il a eu le mérite de le présenter de manière très très intéressante, et moi j'adhère à beaucoup de choses, presque tout, à tout d'ailleurs. Et c'est très difficile sur une démarche de cette ampleur-là d'être concis. Alors, bon, à l'évidence, c'est là que j'ai pris le plus de notes. J'ai bien aimé l'urbanisme normand, donc ce souci de la singularité, même à l'échelle régionale, l'histoire des lieux, bon, les traces, la part de nostalgie, les enjeux, tout ça, je partage tout ça, ça mériterait beaucoup de développement. On pourrait en parler, vous pourriez en parler, vous sans doute beaucoup plus. La ville souple, ça m'intéresse aussi beaucoup, la densité adaptée, je crois que ça mériterait beaucoup de développement. D'une certaine façon, moi je pense que les villes et les portions de villes, les territoires urbains ou pas, contiennent leur devenir de manière sous-jacente, c'est-à-dire que le projet est déjà là, vous l'avez dit, et notre rôle c'est d'essayer de lui permettre de s'épanouir modestement, même si on n'est pas obligé d'être modeste tout le temps, mais de lui permettre de s'épanouir.
le projet est contenu d'abord dans l'histoire, qui n'est pas une histoire statique, qui est une trajectoire, hein, et qui a un devenir plus ou moins lisible, plus ou moins imprévisible, mais il y a quand même une orientation qui est donnée, et ça, je trouve ça très bien. Bon, après, il y a les mots, le offset. Bon, moi, je suis pas anglophone du tout, mais bon, j'ai compris cette idée de bocage. Tout ça me plaît bien. La flexibilité du projet, bien sûr. Laisser une part d'invention, de contribution à d'autres acteurs qui viendront après, les architectes, les constructeurs, les prescripteurs de programmes, etc. Leur laisser venir avec le regard qui n'est pas seulement celui de l'urbaniste, qui est un apport, une contribution, et la ville est faite de millions d'apports permanents qui s'accumulent, qui se croisent, qui se contredisent parfois, etc. Tout ça très bien. Une seule chose m'embête un petit peu, enfin, c'est pas un reproche, mais c'est la presqu'île. Et on n'a pas beaucoup parlé, on en a vu, on va y revenir avec Michel Lévy, mais on n'a pas beaucoup parlé du rapport à l'eau, du rivage, qui est une question clé de notre époque, de mon point de vue. Pourquoi tellement de projets urbains partout sont sur des rives maritimes, fluviales, des rives de canaux même, enfin au bord de l'eau? Il y a quand même quelque chose de saisissant dans le monde entier. C'est toujours au bord de l'eau. Pourquoi les villes se renouvellent au bord de l'eau? Moi, ça m'intrigue depuis longtemps. Je suis de l'est de la France où on n'a pas énormément de grands étendues d'eau. Et j'ai été amené à travailler tout le temps sur des rivages, presque tout le temps. Et c'est la même chose en Amérique du Sud, à Buenos Aires, en Chine. Et bien sûr, on connaît les exemples français, le renouveau qu'évoquait Michel à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, etc. Mais on a vu aussi avant Londres, Barcelone, bon. Partout. Alors moi je crois que si on regarde avec un tout petit peu de recul l'histoire des villes ont à voir avec l'eau. Toujours, dès leur fondation, pour des tas de raisons. Des raisons que je ne vais pas énumérer, mais que tout le monde connaît, d'alimentation, d'évacuation, de transport, de franchissement quand on peut franchir, d'accueil de la navigation, de départ vers ailleurs, vers le large, avec des ports, etc. Donc toutes les villes sont profondément attachées à l'eau, sans parler tous les petits métiers, le lavage du linge, etc. etc. Et à travers chaque époque, ces rapports évoluent, changent. Et on a eu une grande période au milieu du XXe siècle, très fonctionnaliste, où on a mécanisé un peu tout, et le long des cours d'eau, le long des rivages, on a ouvert des routes, si ce n'est des autoroutes, passé les tuyaux les plus importants, parce que c'est bien commode, c'est plus pratique. Et on a asséché un peu la fréquentation courante, quotidienne, où on a simplifié les usages énormément. Et on a depuis maintenant plus de 20 ans, 30 ans, un renouveau très profond qui s'exprime là et qui refonde la ville, parce que c'est le titre du livre, là, Reconstruire, qui repart de l'origine de la ville dans son rapport à l'eau, on renouvelle le rapport, donc on recommence comme un point de départ. Et moi je pense que c'est comme un palimpseste, on réinvente sans arrêt les villes sur lesquelles on travaille. Et elles ont besoin de ça. Elles ont besoin, avec toute leur force et leur vitalité, elles ont besoin de renaître sans arrêt. Bon, je m'égare un peu, mais je crois que dans la presqu'île, c'est la brièveté de la présentation, le rapport à l'eau, déjà dès le nom de presqu'île, est une évidence qu'il faut creuser, travailler, même si c'est pour ne rien faire, même si c'est pour faire très peu de choses. Mais la presqu'île est dans un rapport fort avec l'eau.
Et c'est une... Bon, je continue ma petite philosophie de bazar. Je crois que c'est une demande très profonde de nous tous, des habitants, enfin bon, de tout un chacun, de mesurer sa place dans le monde par rapport à ce qui échappe au phénomène urbain, c'est-à-dire des éléments de nature. Les saisons qui passent, le ciel qui change, l'eau qui coule, des éléments qui ne sont pas de notre fabrication collective, même historique, donc des éléments naturels, véritablement naturels, même si c'est partiel, hein, et c'est une manière de mesurer, dans un monde qu'on comprend de moins en moins, même si on sait qu'il est fini, de mesurer notre place. Et c'est pour ça que la météo prend une place énorme dans tous les médias, aux grandes heures de grande écoute. On a le temps qu'il fait, et pourtant on n'est pas agriculteur. Mais c'est une façon de se situer. Bon, voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé là, tous les mots de présentation du projet urbain. On fait avec ce qu'on a, j'ai trouvé ça très bien. Après, il y a une petite chose que je n'ai pas bien comprise. Il y a la presqu'île, si j'ai bien vu, s'étend extrêmement loin. Et puis, il y a la partie avec la bibliothèque et le Palais de Justice et la grande pelouse, qui n'est pas dans la mosaïque, qui est même une sorte un peu d'antithèse, et c'est la première partie. C'est-à-dire, dans une démarche de projet urbain, souvent, moi j'appelle ça une première étape, c'est-à-dire la façon d'engager le changement est très importante, et de l'engager assez vite, parce que souvent on a des vues lointaines, on a un projet dans la durée sur 30 ans, 40 ans, et quand on présente ça dans des réunions publiques, et on échange avec les uns et les autres, on nous dit oui, vous nous parlez de quelque chose qu'on ne connaîtra pas parce que ça sera nos petits-enfants. D'ailleurs, on n'y croit pas, ce que vous nous dites, c'est trop loin, parlez-nous de demain matin. Et quand on leur parle de demain matin, ils nous disent vous manquez d'ambition et de vue d'avenir. Donc, il faut s'habituer forcément à travailler avec le temps, et ça, le projet de la presqu'île et de MVRDV est très bien de ce point de vue-là, parce qu'il a cette souplesse d'évolution dans la durée. Et puis, il y a cette première étape autour de la Grande Prairie. La Grande Prairie ou la Grande Pelouse, je ne sais plus. La Grande Prairie. Pelouse, la Grande Pelouse. J'ai compris que c'était plutôt une pelouse qu'une prairie. Et donc, j'étais en train de dire, la première étape compte beaucoup et déjà, on ne sait pas la faire en très peu de temps, hein, par rapport. C'est pour ça qu'il y a des tas d'aménagements vite fait. C'est un autre sujet un peu. Bon. Les conteneurs, etc. Donc, voilà. Bon, tout ça, j'ai pas grand-chose à dire, pas beaucoup de commentaires autres que cet aspect rivage. Et puis, alors, le travail de Inessa, alors ça, j'ai été assez soufflé et je trouve que chaque intervenant contraste beaucoup avec le précédent. Même si vous entendez bien, ce n'est pas la question, mais là, on a le travail de production architecturale, ou plastique, on peut l'appeler comme on veut, ou artistique, mais ça va à l'œuvre. Contrairement au projet qui est dans la Grande Mosaïque, c'est une démarche, c'est une méthode, une démarche, une façon de faire qui s'articule, qui va se tester. Si j'ai bien compris, c'est pas encore, il n'y a pas encore d'échantillon, mais ça va venir et ça mérite tout à fait. Mais là, il y a une autre forme d'invention qui est la création, qui
qui va directement au but, qui va au résultat, de manière précise et que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je l'ai beaucoup aimé, et aimé aussi bien les estacades que le préau et les bancs. Moi, j'adore votre travail, hein, je ne connaissais pas. Vraiment, j'ai que des compliments à faire. Et j'aime bien le contraste entre le projet urbain de la Grande Mosaïque et ce travail de production. Et j'aime bien opposer ça, parce que je pense que c'est le rapport au temps qui est complètement différent entre le travail d'architecte, moi je dis souvent d'architecte, ou de plasticien, ou celui qui met en œuvre, qui produit, qui vise le résultat, qui est tendu pour un résultat fini, et le travail de l'urbanisme qui réfléchit à un passage dans l'histoire de la ville. On est là que pour un petit bout de temps, on travaille on accompagne un petit bout de transformation avec l'idée que ça bougera encore après, que la ville a changé avant, et donc le rapport au temps est complètement différent. Et ça, j'ai bien aimé la succession des présentations. Voilà, donc j'ai que des compliments à faire. Alors c'est bien embêtant parce que pour le débat, ça serait bien de trouver des motifs d'échange. Après, il y a Michel Desvignes qui a fait une présentation incroyable d'un travail avec tout l'esprit qui sait mettre dans ses interventions, hein, avec beaucoup d'esprit à partir de photos de chantier. On peut être admiratif. J'ai pas de commentaire à faire. Moi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé. Ça a été un vrai spectacle, hein, entre les photos et le commentaire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? On se connaît un petit peu, on a un peu travaillé ensemble. Cette espèce d'exigence très grande et puis de profondeur de réflexion sur des sujets qui ne sont pas évidents, qui cherchent, qui visent l'évidence. Hein. Bon. Alors, comment débattre? Là où j'ai le plus de débats, c'est sur... c'est avec Emmanuel Hérault, avec la première intervention. Non, mais on ne va pas le faire maintenant. Sur le projet urbain, je sais, ça mériterait... Moi, je me souviens, enfin bon, je raconte un peu bavard, je raconte un souvenir. Il y avait un haut fonctionnaire qui s'était passionné pour les questions urbaines, bien qu'inspecteur des finances, il s'appelait Jean-Hugues Roulier. Et il nous avait dit, il avait fait une petite réunion pour échanger comme ça, un peu libre, à un moment où il avait des doutes. Il devait faire un rapport au Premier ministre sur le devenir des terrains Renault. Et il avait réuni une dizaine, je ne sais pas combien on était, 8 ou 10. Et il avait dit, je vais vous résumer la situation en 1 heure. Au bout de 4 heures, il y était encore. Et après, on a commencé à avoir faim et soif. Et il n'arrivait pas à résumer les enjeux d'une démarche de projet urbain en peu de temps, parce que l'épaisseur du sujet le rend très difficile à communiquer. C'est pour ça que, vraiment, je suis admiratif pour la façon succincte. Bon, c'est vrai que vous en êtes resté à la méthode, mais c'est pas évident du tout, parce que derrière chaque point qu'il a abordé dans la démarche, ça mériterait des heures d'échange, d'approfondissement. Bon, on pourrait continuer à échanger sur le projet de la Grande Mosaïque. Alors, merci. Michel Desvignes veut dire un mot peut-être? Non, tu poses une question clé qui mérite éclaircissement, hein, sur un éventuel, tu as dit même rival, sur une éventuelle rivalité entre les deux démarches. Et alors, ça demande explication. Alors, d'abord, il y a eu simultanéité, c'est-à-dire que la bibliothèque était construite, le tribunal, enfin se construisait, le tribunal aussi. Vous deviez bien, je regarde tous mes interlocuteurs, vous deviez bien aménager
des espaces publics, et donc il y avait cette commande simultanée au développement de la grande étude urbaine par MVRDV. Donc, en effet, ça peut apparaître différent. Mais en fait, il n'y a pas du tout, enfin moi je ne vois pas du tout d'antagonisme, et en effet, ce que nous faisons finalement, c'est l'aménagement de quelques espaces interstitiels tels qu'ils ont été décrits dans la démarche. Ils étaient prédestinés tout de même, puisqu'on a hérité d'un travail urbanistique qu'on a tous considéré comme une base valable, donc qui n'a pas été remis en cause, et puisque les bâtiments étaient construits. Donc en effet, on a installé, ce que j'ai montré, on installe en ce moment un espace public selon les traces d'un plan urbanistique peut-être daté, et simultanément au développement d'une vision large. Mais la façon dont on installe l'espace public, à mon avis, n'est en aucun cas antinomique avec ce qui est montré. Et en revanche, on voit bien que s'ouvrent maintenant, par rapport à ces îlots non construits, des réflexions qui sont justement, qui doivent se nourrir, s'informer l'une l'autre. Alors ça dépasse largement notre compétence, et je dirais notre mission, malheureusement, mais je crois qu'il y a aucune... Je dirais, il y a un décalage dans le temps, ce sont des démarches simultanées, voire décalées, c'est vrai, mais en revanche, il y a tout à fait possibilité sur les îlots maintenant de développer des réflexions comme ça. Par contre, il y a quand même une chose, bien sûr, moi j'ai montré, peut-être en exagérant, les preuves de la réalité, c'est-à-dire les moyens réels, la taille réelle, les contraintes réelles, qui sont un peu différentes, les temps réels, la dépollution par exemple est clairement un critère déterminant. Mais aussi peut-être, si je peux me permettre, il y a, on a beaucoup développé ce genre de démarche aussi à Bordeaux, notamment sur la rive droite, de jouer avec les traces. Il y a un petit risque quand même, c'est d'abord comprendre l'échelle et l'espace. C'est-à-dire que vous voyez, tu vois que cette île peut en effet être considérée comme le prototype de tout ce qui se passe sur la presqu'île, et vous avez vu que ce n'est pas petit quand même. C'est-à-dire que cette presqu'île est gigantesque et que le réseau d'espace public tel qu'il est décrit est une immense aventure. D'ailleurs, sans doute que la dimension agricole serait pertinente pour sa reconversion. Sauf qu'à l'échelle agricole, c'est rien. Aucune rentabilité. Donc c'est vrai qu'on est face à une échelle qui n'est pas évidente. C'est un gigantesque tissu d'espace public qui, à l'échelle agricole, est presque pas rentable, enfin pas exploitable. Donc c'est la seule chose. Et puis tout de même, alors ma petite remarque, moi j'exagérais un peu parce que finalement, je regarde Vincent et Madame Percereau, mais c'est vrai qu'on a fait nôtre le plan de Panerai. J'aurais sûrement pas dessiné ça. Et vous n'avez pas, lorsque vous avez, enfin, je dis MVRDV, lorsque vous avez considéré la presqu'île, vous n'avez pas non plus considéré tout à fait le plan de Panerai. En fait, c'est pas mal. Je trouve que la vigueur dans les tracés n'a rien enfin, n'a aucune arrogance, mais a une certaine justesse. Et c'est vrai qu'en mûrissant un peu, je m'intéresse de plus en plus. Alors là, on a travaillé quand même il y a 15 ans ensemble, on doit dire à Lyon Confluence, donc on se connaît bien. Et là, je m'intéresse vraiment à toi. Et à un moment, la composition est un sujet. C'est-à-dire que je fais partie d'une génération comme Winnie Maas. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y a 20 ans, on était ensemble à Harvard avec Winnie, à faire une conférence. J'ai presque rien compris à ce qu'il a dit, il y a déjà 20 ans. Depuis, on s'est rejoints parfois. Mais non, il jouait, il était extrêmement vif. Et il avait un jeu, c'était quand il a sorti Databook, donc un livre qui montrait tout le jeu avec des données, qui était très spectaculaire. C'était d'ailleurs le premier PowerPoint de ma vie que je voyais. Je ne viens pas complètement de la campagne, mais pour tout le monde, c'était le premier. Et toujours est-il que nous sommes d'une génération qui s'est intéressée au processus plus qu'aux formes, et que, mûrissant, je m'intéresse beaucoup plus aux formes, et toujours au processus, mais aux formes quand même. Et aux formes choisies. C'est vrai qu'Inessa, et tu lui fais un bel hommage, s'intéresse aux formes, déterminées. Et je pense qu'on est peut-être, parce que tu es plus jeune que nous, justement en train de retrouver
cet intérêt et cette maîtrise de la forme. Ce qui n'exclut pas le fait qu'on ait bien compris aussi qu'on gère de longs mécanismes de transformation et tous vos systèmes sont parfaitement pertinents. Alors, merci. Je vais passer la parole à Sonia de la Provoté, qui va aussi réagir à tout ce qu'elle a entendu. Oui, là-bas. C'est compliqué de reprendre derrière sur ce qui vient d'être exprimé. D'abord, je vais vous remercier tous de vos interventions. Et pour venir et parler plus précisément de la presqu'île, moi je suis complètement d'accord avec le fait que le plan guide, c'était le défi de l'urbanisation d'une friche industrielle ou portuaire, et que donc à ce titre-là, il y a vraiment il y a donc cette histoire de l'île particulière autour de ce qui s'y est construit, ce que vous avez proposé à partir aussi de la grande pelouse de Panneré qui obéissait à un temps zéro, quelque part. Il fallait faire venir, il fallait rendre visible, il fallait permettre aussi aux habitants d'aujourd'hui et ceux de demain, surtout, de se rendre compte de se dire que ce territoire, il était possible. Ça, c'était le premier défi. Et vous y avez répondu à ce défi-là et avec un talent immense, puisque les gens qui découvrent l'île maintenant sont complètement sous le choc du potentiel de ce territoire derrière. Et donc, c'est vrai que le plan guide il répond à cette idée qu'il faut des intentions d'urbaniser dans le temps. Il a vraiment cette originalité à la normande qui fait qu'on ne va pas retrouver ici... modestement, bien sûr, l'île de Nantes ou Lyon-Confluent, c'est-à-dire qu'on va être chez nous, c'est notre presqu'île à nous, et les espaces publics, le bogage urbain, l'histoire des traces, toutes ces questions-là sont vraiment des questions qui vont travailler l'identité qui va être la nôtre et qui nous permettent, nous, de nous reconnaître dans ce qui va se passer ici. Mais, de fait, le deuxième défi de ce territoire, c'est comment on fait vivre l'eau et comment on permet à l'eau de prendre sa part et sa part entière dans le devenir de la presqu'île. Et ça, c'est très important. Et ce n'est pas uniquement la question de est-ce qu'on construit sur l'eau. C'est la question de la relation avec l'eau, comment on vit avec, comment on l'utilise. C'est cette idée d'avoir maintenu le canoë-kayak sur le quai, parce que c'était important de voir que l'eau était en interrelation avec des usages qui n'étaient pas uniquement de la contemplation et du paysage. Voilà, et même si ça fait partie aussi des usages potentiels de l'eau, la promenade, la contemplation et le paysage. Mais ce n'est pas que ça. Et l'eau, ça se vit. Et donc, c'est aussi le défi de cette aventure de la presqu'île. Et dans les intentions, il y a vraiment renoué avec l'identité maritime et fluviale de notre histoire, là pour le coup, qui nous est très prégnante. Et peut-être l'idée derrière de redevenir, peut-être pas un peuple de marins, en tout cas un peuple qui regarde à nouveau vers la mer. Et ça, c'est important. Vous parliez de l'Hinterland et des campagnes. Je crois que de ce côté-là, on n'a pas du tout oublié nos racines. Nous sommes bien au cœur de la plaine de Caen qui a son histoire agricole particulière. Quand on était enfant, la plaine de Caen, c'était bien marqué sur les cartes avec toute la richesse que ça représentait. Il n'en reste pas moins que l'eau, à un moment, a un peu disparu de l'inconscient collectif et de la ville et des habitants et voilà, et que le défi de la presqu'île, c'est ça aussi. Donc voilà, donc c'est ces deux aspects-là qui sont importants. Et donc ce débat à ce titre-là est intéressant et je vois Bertrand Chipan qui prend plein de notes parce qu'il mesure aussi que l'eau, c'est pas uniquement construire une piscine, se dire ah tiens on va faire une piscine dans l'eau, dans le canal ou des choses comme ça. C'est bien plus complexe que ça. C'est en tout cas le bien commun de ce territoire en dehors de l'idée qu'on a de se protéger, de se projeter dans son avenir et la façon dont il va vivre. Voilà. Merci Sonia de la Provoté. Peut-être que vous pourriez, Monsieur le maire, nous dire comment d'Hérouville-Saint-Clair on voit les choses et comment vous avez ressenti ce débat. Écoutez, comment j'ai ressenti ce débat, même si j'étais un peu en retard, c'est toujours plaisant de pouvoir aussi
s'immerger dans le vocabulaire des uns et des autres pour bien intégrer et bien comprendre aussi ce que nous attendons, à la fois des architectes, urbanistes, des sociologues, et comment demain l'agglomération sera faite sous ses modes de vie, sous sa façon dont le vivre ensemble, on en parle beaucoup tout de suite, eh bien, cette presqu'île de Caen soit aussi un véritable catalyseur à l'échelle de l'agglomération caennaise. Alors donc, effectivement, je crois que c'était important pour pouvoir relancer une dynamique, et ça, c'était très important, même si j'ai pas été présent sur la présentation d'Emmanuel Hérault sur le volet Caen métropole d'urbanisation à l'échelle d'une agglomération comme la nôtre, mais il fallait qu'on prenne à bras le corps ce qui est aujourd'hui, effectivement, les perspectives de Caen-Presqu'île. Il était hors de question d'en laisser une friche industrielle, et que c'était le moment. Voilà, et donc on l'a lancé au temps de Philippe Duron. Moi, je suis toujours l'anecdote. J'aime bien le rappeler quand même parce que on a eu un débat avec PNA à l'époque si on parlait de conteneurs, et effectivement si on avait accepté, oui, plus ou moins, les conteneurs, ça devenait un environnement industriel ou portuaire et qui obérait ou hypothéquait l'avenir de ce que l'on parle aujourd'hui. J'en suis persuadé. Donc maintenant, c'est chose faite, les années ont passé, et nous sommes vraiment dans une dynamique de reconversion de cette friche qui est sur laquelle, bien sûr, beaucoup d'habitants attendent, même si, ça a été dit tout à l'heure, on ne sait pas trop, effectivement, on verra, ça sera dans 10 ans, dans 20 ans, on ne le verra pas. C'est à nous aussi de nous projeter pour l'avenir, pour les générations futures, et de faire en sorte qu'on puisse réaliser ce pari. Et puis, je dis souvent, c'est une belle aventure, on a dit une aventure, je dis souvent, c'est une aventure urbaine et humaine, ou humaine et urbaine, et travaillons tous ensemble, apportez-vous ou contribuez à ce que doit être cette presqu'île. Moi, je ne sais pas trop ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Donc je le dis souvent, si je peux faciliter, effectivement, en tant qu'élu, la continuité de ce projet, ou de ces réalisations, eh bien, je crois que ce sera une très bonne chose. Et puis peut-être un point au message qu'on avait l'occasion d'en parler sur la problématique, la thématique, on en parle souvent avec Sonia, sur la mobilité. Donc là, on a effectivement le plan guide, on a les plans de masse, comment imaginer. Mais et là, je m'adresse aussi peut-être aux promoteurs immobiliers. À un moment donné, il faut être attractif, mais après, les promoteurs, les acquéreurs ont aussi une exigence quelque part. Et ça serait intéressant de les entendre pour voir comment demain on peut commercialiser à la fois sur l'espace urbain, du logement individuel, du logement collectif, des parkings, les parkings pas souterrains, demain c'est des parkings CEO, le tramway, on n'a pas encore projeté le corridor sur de la presqu'île jusqu'à Mondeville, de Mondeville jusqu'à Hérouville. C'est aussi un élément déterminant pour l'attractivité. Et je dis souvent, le tramway est un accélérateur de développement urbain et économique, ça j'en suis persuadé. Donc écoutez, continuons dans cette belle dynamique, et puis si on peut en être effectivement les principaux acteurs, au moins pendant ces 10 ans ou peut-être prochain mandat, eh bien ça serait super. Voilà, merci. Merci, monsieur le maire. Peut-être dans la salle, vous avez, il n'y a pas eu on vous a pas donné la parole encore, mais je vois une main qui se lève. Si vous voulez poser votre question, je vais vous apporter un micro. Merci. Alors, je voulais être la première à parler parce que j'ai peur d'être un peu désagréable, mais c'est pas vraiment mon intention. Mais je voulais juste signaler que quand vous parlez de la presqu'île, vous parlez de friche urbaine ou d'espace en devenir. Mais aujourd'hui, la presqu'île, c'est quelque chose qui compte dans l'esprit de Caen, parce que c'est un formidable lieu de refuge d'abord, de refuge par les activités qui s'y passent. Donc j'en ai listé quelques-unes. Alors forcément, c'est pas très glorieux pour un quartier. Donc je pensais à la prostitution, au squat de migrants, à la fermeture éclair, un peu plus connue, au Bocal, une salle de spectacle qui respecte aucune norme de sécurité et d'accessibilité. Et puis au récent incendie aussi du bâtiment à côté de la bibliothèque.
Et du coup, je trouvais ça... Enfin, j'ai beaucoup apprécié toutes vos présentations qui étaient très... un peu en tension les unes avec les autres, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé dommage aussi qu'on occulte complètement ce côté-là et qu'on n'en parle pas, du moins. Voilà. Et je me demandais si M. Greiser avait compris ce qu'était la presqu'île aujourd'hui. Merci, c'est pas vraiment une question, mais je sais pas si quelqu'un veut réagir sur ce sujet. Non? Oui? Bertrand Chepan. C'est un peu, peut-être pour réagir à ça et un peu à ce qu'on s'est dit, déjà c'est bien de se parler ce soir parce que ça permet aussi d'avoir des regards extérieurs, ça c'est important. Donc nous, quand on est dedans, on a un peu la tête dans le guidon et on a du mal à en sortir, donc ça fait du bien. Après, quand on parlait du déjà là, de l'existence, et ça aussi, c'est pas que le bâti, c'est aussi les activités. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant aussi, parce qu'au début, la pointe presqu'île, elle faisait partie de notre périmètre d'études. Et c'est vrai que le bâtiment de la BMVR était pas du tout construit à l'époque, mais c'était un coup parti. La grande pelouse, c'était un coup parti. Donc finalement, je vais juste répondre peut-être à ça. C'est intéressant. Finalement, c'est ça aussi un plan urbain assez flexible. On se dit voilà, il y a des coups partis, et puis on fait avec. Même si à un moment, je désespère pas de mettre un bocage autour de l'OMA, de la BMVR. Mais bon, voilà. Après, sur les activités, c'est ça qui est important, c'est l'idée, c'est tout de suite activer le site parce que finalement, on n'est pas dans un plan urbain où on fait le plan et puis après on fait les bâtiments. Là, c'est un peu troublant pour nous, c'est qu'il y a déjà des bâtiments sur place, il y a des bâtiments nouveaux, on nous dit attention, là vous faites rien, il y a un coup parti, là il y a un coup parti. Bon, voilà. Et je pense que dans les bâtiments existants, par exemple, la fermeture éclair, on fait partie. Par contre, il y aura peut-être un moment où il faudra mettre le bâtiment aux normes, comme le bocal. Après, est-ce qu'il faut garder les caravanes? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, mais vraiment, l'idée de ça, c'est déjà, il y a des lieux, c'est aussi libérer des lieux pour les habitants. Quand je parlais il faut libérer le capital social et créatif, c'est ça, c'est donner des lieux aux gens. À des associations, il y a une école à côté, ils peuvent donner une utilité à ces lieux. Ça permet aussi de rendre le site attractif avant même qu'il y ait quoi que ce soit, de construit. La prostitution, c'est des coups partis aussi. C'est pour détendre l'atmosphère. Je crois qu'il y a un débat, il y a un thème, un grand thème compliqué, qui a été sous-jacent à travers toutes les interventions et qui pourrait faire un vrai débat, c'est la question de l'économie de l'aménagement, de l'économie de la ville et des projets urbains. Sujet très difficile qui mérite, de mon point de vue, un renouveau profond, parce que les moyens d'investissement public sont sûrement plus les mêmes, et je pense que ça mérite réflexion. Je crois qu'effectivement, il y a eu beaucoup de projets de grands espaces publics, notamment sur des rivages. Moi, je suis toujours partisan d'être très économe de la dimension générale des espaces publics. Et si on regarde à travers l'histoire des villes, la portion de territoire qui est consacrée à l'espace public, c'est-à-dire ouvert en permanence, géré par la collectivité, policé, etc., on a augmenté progressivement de plus en plus, notamment dans la période, la fin XXe siècle, les villes nouvelles, tout ça est démesuré, de mon point de vue. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis contre, parfois, un très grand espace public. Une grande pelouse, une grande place, un grand espace. Chaque ville mérite d'avoir un ou plusieurs ou quelques-uns grands espaces. Mais je pense de manière générale, on en produit trop, c'est coûteux à fabriquer, c'est coûteux surtout après à entretenir, à faire vivre. Et dans les projets sur lesquels je travaille, je mesure toujours la quantité, d'abord en surface, au sol,
d'espace public. Les grands ensembles, c'est de l'espace public. Et quand on était entre les bâtiments dans le vide, avec des ouvertures spatiales énormes, ça a été sans doute conçu comme une qualité. Et après, c'est impossible à exploiter, à surveiller. C'est moins de monde aussi qui se croisent, qui se rencontrent, qui se polissent entre eux, sans policiers, quand il y a trop d'espace ouvert. Donc voilà, je voulais dire, il y a un vrai sujet à échanger sur l'économie des choses. Merci. On va se retrouver pour discuter plus convivialement autour de nourriture terrestre. Peut-être encore une question. Oui, je vois une main qui se lève. Je vais vous apporter le micro. C'est une question de néophyte. Je me suis toujours posé la question, dans un projet urbain, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on ne veut pas voir dans une société et qui pourtant existe, c'est-à-dire toutes nos parts, à un moment donné, d'ombre, qui n'apparaît pas effectivement comme attractif, entre guillemets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, et qui pourtant existe dans la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de la pauvreté, qu'est-ce qu'on fait des choses qui sont un peu, enfin, qu'on n'aime pas, qu'on ne désire pas. Et à travers la question de tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Aujourd'hui, effectivement, on parle par exemple des réfugiés comme d'un problème. Or, des réfugiés, ce n'est pas un problème. Des réfugiés sont des gens qui demandent un accueil, et comment, dans un projet urbain, peut-on... Or, on sait qu'au XXIe siècle, ce problème de l'immigration sera un problème récurrent. Ça, tous les géographes le disent. Et à ce titre-là, comment, dans un projet urbain, on peut prendre en considération cette question de loger de façon transitoire, mais dans des constructions pérennes, dans des espaces pérennes, des gens qui demandent et qui ont le droit, à un moment ou à un autre, pour de différentes contraintes de toutes sortes, qui ont le droit de migrer. Comment les accueillir ? Merci de cette question. Quelqu'un veut-il intervenir ? Moi, je pense qu'Anne-Marie n'a pas plus la réponse que moi sur cette question, ou alors si elle l'avait, ça serait bien qu'elle nous la donne. C'est un vrai débat et un vrai sujet, et je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui doit être traité dans le projet urbain, parce que le projet urbain, et des présentations qui ont été faites là, on voit bien qu'on part de l'urbanisme pur, de la conception du bâti, de l'aménagement des espaces publics, pour petit à petit arriver à la question des hommes et des femmes qui vivaient avant, qui vivent dedans et qui vivront demain dedans. Donc il y a effectivement sur la presqu'île, il y a ces deux sujets, entre autres, les sujets qui ont été évoqués. C'est clair qu'on ne sait pas bien y répondre. Enfin, moi, je vais être extrêmement honnête. Et en tout cas, mettre la poussière sous le tapis, c'est pas la bonne attitude, très clairement. Alors, si on voulait faire une réponse politique un peu facile, on dirait ça dépend pas que de nous, ça doit être géré ailleurs. Enfin, à chaque fois, c'est ce qui est fait. Il n'en reste pas moins que c'est une réalité. C'est pas pour autant que, pour évoquer simplement la question de la prostitution, j'ai un regard tout à fait bienveillant sur les choses, quand même, pour dire les choses très clairement. C'est-à-dire qu'on aborde des sujets qui sont un peu différents. La question de l'immigration, c'est, enfin en tout cas, de ce qui se passe, du phénomène qui se passe en ce moment et qui, voilà, je ne sais pas s'il va prendre de l'ampleur ou pas sur la presqu'île. En tout cas, il semblerait se stabiliser. Évidemment, dépendant de la situation internationale, c'est-à-dire que l'immigration actuelle est liée à des phénomènes
des problématiques économiques, mais surtout il y a des réfugiés politiques, enfin, ou qui ont fui les guerres. C'est clair que demain il y aura les réfugiés écologiques et que c'est une réalité aussi. Ce que je voudrais dire, c'est que sur cette question-là, c'est pas parce qu'on construit un bâti en dur pour le passage provisoire qu'on aura réglé la question. Voilà. Donc la réponse simple pourrait être celle-là. Je pense qu'elle est beaucoup plus complexe que ça et qu'on ne peut pas s'exonérer de la question du parcours de ces personnes, de où ils viennent et qu'est-ce qu'ils veulent devenir demain. La presqu'île peut évidemment, et déjà d'ailleurs, un lieu de squat, voilà, donc d'accueil illégal. Si la question c'est est-ce qu'il faut faire un accueil légal ou prévu pour, c'est vrai que ça n'a pas été traité dans le projet urbain qui a été décrit là. Mais la question se pose pas forcément sur la presqu'île, c'est ce que je veux dire. Là, c'est la presqu'île, parce qu'à ce moment-là de la vie de la presqu'île, il n'y a pas suffisamment d'activité et que donc c'est plus facile de se cacher à cet endroit-là. Donc je pense que c'est une question qui déborde le cadre du projet de la presqu'île, pour dire les choses très honnêtement, et que c'est quelque chose qu'on doit concevoir à l'échelle du grand territoire de l'agglomération, que ce n'est pas que la question des Canaises et des Canais, mais c'est bien la question de tous, et qu'on doit effectivement être en capacité de proposer des conditions d'accueil et de logement décentes, mais ça nécessite aussi d'avoir un regard objectif et ferme sur les situations, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas que la liberté de migrer dans ces affaires-là, il y a bien d'autres motivations que la liberté de migrer, et que les motivations ne sont pas toutes, comment dire, du point de vue, en tout cas, de ce qui se passe dans la République française, légitimes. Donc je pense qu'on doit pouvoir traiter les choses du point de vue des droits et des devoirs. Et c'est vrai que la question humaine ne peut pas être mise sous le tapis. Ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir la générosité béate. Et on doit faire les choses dans le cadre du respect de la dignité humaine. Je ne suis pas sûre que la réponse soit de faire du bâti sur la presqu'île. C'est ce que je veux dire. C'est que je pense que ce n'est pas forcément... Voilà. Mais je pense que ce n'était pas du tout la question telle qu'elle était posée. On doit y répondre, mais on doit se donner les moyens d'y répondre avec justice et justesse. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. François Gretter veut dire un mot. Si c'est permis sur un sujet un peu brûlant à un urbaniste de donner juste un petit bout de regard sur la question des réfugiés, parce que j'ai trouvé que la question était très bien posée et très juste. Donc j'aborde pas la dimension politique générale. Pour l'urbanisme, c'est pas une question difficile. Je pense qu'il faut créer des foyers, petits ou grands, dans du neuf ou dans de l'existant, ou combien. Tout ça, c'est des débats, des discussions, des choix politiques, mais ça se traduit par des foyers dans du bâti existant ou du bâti nouveau. Donc c'est pas étranger. Le projet urbain englobe toutes les dimensions de la collectivité, avec tous ses aspects, tous ses problèmes, toutes ses composantes, toutes ses populations, et il y a place. Mais ce n'est pas l'urbaniste qui planifie la vie de la société. Nous, on travaille sur un cadre. Il ne faut pas confondre le contenant et le contenu. Il y a des rapports entre ville et société, bien sûr, dans les deux sens, extrêmement forts. La ville influence la société influence la ville, et son changement dans le temps. Mais il ne faut pas confondre l'un et l'autre, il ne faut pas confondre la maison et son habitant. Ce n'est pas la même chose. Donc vous nous posez des questions sur les habitants, nous on vous parle de la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste pour l'anecdote, moi je connais bien le sujet dont vous parlez, je suis petit-fils de réfugiés politiques. Et j'espère fabriquer des villes mieux que celles dans lesquelles ils ont vécu. Écoutez, je propose que ce soit la conclusion de cette soirée. On se retrouve un peu plus haut pour continuer la discussion en buvant un verre. Thank you.